Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22 h, bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire de cette édition. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui les travaux de la 23e séance du Conseil des ministres. Et après la mort du président Ali Abdallah Saleh, le Yémen est au bord du gouffre. Merci à vous de nous rejoindre. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 23e séance du Conseil des ministres. Le Conseil s'est penché sur 13 questions inscrites à l'ordre du jour. La première a concerné un projet de loi sur la reconnaissance des diplômes, certificats et autres grades établis par des institutions africaines versées dans l'enseignement supérieur. Puis les ministres ont examiné les projets de loi, le projet de budget pour l'année 2018 de l'Université de Djibouti, du Centre d'études et de recherche de Djibouti, de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Les 5e et 6e questions sont des projets de décret fixant les modalités d'exercice des droits fondamentaux des réfugiés et demandeurs d'asile, ainsi que les règles de procédure et de fonctionnement des organes chargés de la gestion des statuts des réfugiés en République de Djibouti. Les détails avec le porte-parole du gouvernement. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 23e séance du Conseil des ministres en ce mardi 5 décembre 2017. Étaient inscrits à l'ordre du jour 13 questions. La première question concerne un projet de loi portant ratification de la Convention sur la reconnaissance des études et des certifications, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur dans les États d'Afrique. À travers cette convention, les États d'Afrique cherchent principalement la reconnaissance des qualifications parmi les pays de la région, la nécessité de consolider l'intégration universitaire, d'élaborer et mettre en œuvre des cadres de qualification pour appuyer ce processus. Cela requiert une stratégie d'harmonisation de l'enseignement supérieur afin de faciliter la reconnaissance des titres de l'enseignement supérieur, d'encourager la mobilité des étudiants et des enseignants et d'améliorer les processus d'internationalisation au niveau des systèmes et des institutions. L'adoption de la Convention d'Addis Abeba représente un jalon important pour l'enseignement supérieur en Afrique et constitue le point de départ de notre action commune pour soutenir et favoriser son application. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2018 de l'Université de Djibouti. Ce budget 2018 de l'Université de Djibouti s'équilibre en produits et en charges à 3 412 181 246 francs Djibouti, soit une augmentation de 4%. La subvention demandée dans le budget national 2018 est de 3 111 922 740 francs Djibouti. Elle est en augmentation de 9% par rapport à celle de 2017. Cette augmentation est essentiellement liée au recrutement des enseignants lors de la rentrée universitaire 2017-2018 et au fonctionnement du nouveau campus de Balbala. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Centre d'études et de recherche de Djibouti pour l'exercice 2018. Ce budget 2018 du CERD est arrêté en produits et en charges à 882 707 692 francs Djibouti. Ce budget a été élaboré pour assurer la continuité des programmes d'études et de recherche de l'établissement. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2018 de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Ce budget prévisionnel s'équilibre en produits et en charges à 315 635 590 francs Djibouti. La subvention demandée au budget national est de 292 715 590 francs Djibouti. Les ressources propres de l'ISSS sont égales à 22 920 000 francs Djibouti. La cinquième question est relative à un projet de décret fixant les modalités d'exercice des droits fondamentaux des réfugiés et des demandeurs d'asile en République de Djibouti. Les principales dispositions de ce projet de décret portent sur la possibilité pour les réfugiés et demandeurs d'asile d'avoir les droits équivalents ou proches avec les nationaux.
L'attestation délivrée par l'ONARS aux demandeurs d'asile, dûment enregistrée bien entendu, a une validité de 6 mois renouvelable. Les demandeurs d'asile ont également accès aux services sociaux sous réserve des ressources disponibles. La 6e question concerne le projet de décret fixant les règles de procédure, les modalités d'organisation et de fonctionnement des organes chargés de la gestion du statut des réfugiés en République de Djibouti. Le présent projet de décret permet la mise en place des organes compétents en matière d'éligibilité au statut de réfugié, ainsi que leur organisation et leur fonctionnement. La mise en place d'une commission nationale d'éligibilité composée de 8 membres, et ainsi que la mise en place d'une commission nationale de recours composée de 6 membres. La mise en place de ce projet de décret assurera une meilleure gestion des demandes d'asile et une meilleure assistance et protection aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Les ministres ont ensuite examiné les projets de budget pour l'année 2018 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, de la Caisse militaire des retraites, de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, de l'aéroport international de Djibouti, de la Société internationale des hydrocarbures, de la Caisse nationale de sécurité sociale et de l'ADDS. On écoute le compte-rendu du porte-parole. La 7e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2018 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État. Le budget prévisionnel de l'ANSI est arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à la somme totale de 253 598 660 francs Djibouti et se présente en produit à 253 598 660 francs Djibouti et en charge à 253 598 660 francs Djibouti, dont en investissement à 118 millions de francs Djibouti. La 8e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2018 de la Caisse militaire de retraite. Ce budget prévisionnel de la CMR s'élève en recettes à 1 497 067 059 francs Djibouti et en dépenses à 2 096 245 709 francs Djibouti. La 9e question est relative au projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2018 de l'aéroport international de Djibouti. Le projet de budget prévisionnel de l'aéroport pour 2018 est estimé en produit à 3 242 284 308 francs Djibouti et en charge à 3 134 610 063 francs Djibouti. Les investissements sont estimés à 40 millions de francs Djibouti. La 10e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti pour l'exercice 2018. Le budget prévisionnel de l'ONEAD pour 2018 donc dégage un résultat bénéficiaire de 59 288 589 francs Djibouti avec en produit un montant de 6 801 776 469 francs Djibouti et en charge à 6 742 487 880 francs Djibouti. La 11e question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2018 de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. Les recettes prévisionnelles de la SIDH sont estimées à 32 611 681 218 francs Djibouti et proviendront essentiellement de la vente des produits pétroliers. Les charges prévisionnelles totalisent le montant de 32 012 751 494 francs Djibouti. En dépit de la faiblesse des marges commerciales de la SIDH, le compte d'exploitation affiche un bénéfice net de 598 929 724 francs Djibouti. La 12e question concerne un projet d'arrêté portant adoption du budget provisionnel de l'exercice 2018 de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Ce budget provisionnel de la CNSS s'établit en dépenses à 20 375 020 360 francs Djibouti et en recettes à 23 829 340 000 francs Djibouti. Il dégage donc un résultat excédentaire de l'ordre de 3 434 319 640 francs Djibouti. Cette augmentation des cotisations s'explique par l'augmentation du nombre de cotisants, donc une création d'emplois effective sur le marché du travail.
La 13e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour l'exercice 2018 de l'Agence djiboutienne de développement social. Ce budget prévisionnel 2018 de l'ADDS s'établit en charges et en recettes à 432 985 000 francs djibouti et en investissement à 3 milliards 452 071 000 francs djibouti. Également dans l'actualité, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé hier un message de félicitations à son homologue des Émirats Arabes Unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, dont le pays célèbre sa fête nationale. Dans son message, le président Guelleh a formé ses vœux d'excellente santé et de bonheur à Cheikh Khalifa Al Nahyan, ainsi que davantage de développement, de prospérité et d'épanouissement au peuple frère et ami des Émirats Arabes Unis. Il a saisi cette occasion pour rappeler les liens étroits et privilégiés qu'entretiennent les deux pays dans de nombreux secteurs, dans le développement des infrastructures portuaires et la logistique. Le chef de l'État a enfin réitéré à son homologue émirati toute sa disponibilité, celle du gouvernement, ainsi que la volonté du peuple djiboutien afin de resserrer les liens d'amitié entre les deux nations et d'accroître le niveau des échanges. Un autre message a également été adressé au vice-président, Premier ministre des Émirats Arabes Unis et gouverneur de Dubaï, Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum. Le Premier ministre Abdulkader Kamel Mohamed a reçu hier après-midi une forte délégation de l'Association japonaise pour l'économie et le développement de l'Afrique. Cette délégation a suivi avec intérêt la foire commerciale internationale de Djibouti et les travaux de la conférence sur l'intégration économique régionale. Cette association œuvre pour le renforcement des liens de coopération entre le Japon et les pays africains. La délégation nippone était accompagnée par notre ambassadeur à Tokyo, Ahmed Araita, et l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Arai. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue à ses hôtes et a mis en exergue le soutien multiforme qu'apporte le Japon à notre pays dans de nombreux domaines et de longue date. Il s'est félicité de la qualité des liens d'amitié et de coopération existants entre les deux pays. Et pour sa part, le président de l'association japonaise a remercié le Premier ministre et le gouvernement djiboutien pour l'accueil qui lui a été réservé. Il a souhaité un renforcement de la coopération entre Djibouti et le Japon. Le forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures s'est clôturé aujourd'hui en fin d'après-midi au Palais du Peuple. La conférence a mobilisé autour des décideurs politiques djiboutiens plus de 200 spécialistes internationaux du commerce et de l'investissement, des experts en infrastructure, des investisseurs et des entrepreneurs. Cette réunion économique de haut niveau a été l'occasion de soulever l'ensemble des problématiques dans le contexte des modèles d'investissement privé pour les grands projets d'infrastructure ainsi que les stratégies d'intégration économique régionale. Rappelons que la cérémonie d'ouverture à ce forum a été parrainé hier par le Premier ministre Abdulkader Kamel Mohamed. Et en marge du forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures, le directeur général de la société Djibouti Telecom, Mohamed Assoué, a invité les sociétés de la place telles que les banques, les ONG et les clubs des jeunes entrepreneurs de Djibouti. Et tour à tour, le directeur général et le directeur du business international, Mohamed Ahmed, ont présenté donc les infrastructures en câbles sous-marins, la plateforme Internet et le centre de données que Djibouti Telecom a développé au cours de ces dernières années afin d'offrir des services de connectivité fiables et résilientes. Djibouti Data Center est l'un des principaux fournisseurs de data center à l'état donc de l'art et neutre vis-à-vis des acteurs du cloud et des opérateurs télécoms de la région. Le Djibouti Data Center est doté d'une gamme complète de connexions électriques avec alimentation de secours, de systèmes de refroidissement ainsi que d'une sécurité multiniveau. Secondo, aujourd'hui, on voit le besoin pour les opérateurs de la place, que ce soit les grands groupes, que ce soit les banques, que ce soit les institutions étatiques, que ce soit les ONG, les organismes internationaux, d'avoir l'espace pour héberger leur données en termes de data, car aussi donc développer des applications. D'ailleurs, il y avait beaucoup de jeunes entrepreneurs, des jeunes start-upers qui étaient aussi intéressés pour héberger les futures applications qui vont développer dans le cadre de la création de start-up dont le domaine de technologie et de l'information de notre pays.
Toujours en nouvelle nationale, le 5e forum sur la lutte contre le terrorisme regroupant les procureurs de l'Association internationale des procureurs et poursuivants des pays francophones, la IPPF, de la sous-région et ceux de l'océan Indien a poursuivi ses travaux hier dans sa seconde journée au Djibouti Palace Kempinski. Plusieurs thèmes ont été discutés et débattus durant les travaux, à savoir la lutte contre le terrorisme et la criminalité de toutes sortes, telles que donc bien sur le terrorisme maritime, la traite des êtres humains, le trafic et l'écoulement des stupéfiants. Il s'agissait également de mettre en relief lors de ces travaux les voies et moyens de renforcer la collaboration, les échanges de données et d'harmoniser donc les différentes formes de lois régissant chaque pays en matière de lutte contre le terrorisme, les criminalités donc et partant de là les poursuites pénales et criminelles éventuelles. Maritime contre le trafic des stupéfiants et de renforcer ainsi la coopération d'une part sur le plan régional avec les pays voisins. Nous, on a tenu à ce que nos voisins de l'Afrique de l'Est, à savoir l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, soient présents, même si ce n'est pas forcément des pays francophones, pour qu'on puisse échanger, partager les expériences des uns et des autres, et donc de renforcer la coopération régionale et internationale, qui est un des moyens de lutter contre le terrorisme et les crimes organisés. Santé à présent, dans le cadre de la modernisation de son système d'information sanitaire, le ministère de la Santé s'apprête à mettre en place une plateforme de gestion des données informatiques communément appelée DHIS2. Développée par l'université d'Oslo, cette plateforme appelée DHIS2 est dotée donc est adoptée dans plus d'une centaine de pays à travers le monde, dont une quarantaine en Afrique. À travers la mise en place de ce logiciel, le ministère de la Santé entend uniformiser la production des données sanitaires et disposer d'un système d'information sanitaire performant et innovant. Aussi, une session de formation au profit de 32 cadres sur l'utilisation de ce logiciel se déroule actuellement au Sheraton Hotel. Cette session de formation doit durer une dizaine de jours. 2 experts spécialisés dans la collecte des données et leur gestion animent cette formation. Directement disponible au niveau central, ce qui nous permettrait d'avoir un système d'information sanitaire beaucoup plus performant. Nous venons de lancer la première formation des formateurs. Cette formation va durer 10 jours et va être sanctionnée par un certificat en bonne et due forme délivré par l'université d'Oslo. Également dans l'actualité, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, en partenariat avec l'Union européenne, a lancé un atelier de formation sur le renforcement des capacités à mieux résister aux effets des changements climatiques. L'Union européenne a apporté son appui à travers son fonds pour l'environnement. Des cadres et des techniciens issus de plusieurs départements ministériels ont pris part à cet atelier de formation qui leur a permis d'avoir une compréhension des enjeux liés au changement climatique. Ces derniers devant à leur tour vulgariser ces problématiques aux populations concernées afin qu'elles s'y préparent et s'y adaptent. Plusieurs autres personnalités ont assisté à l'ouverture de cette session, dont notamment le secrétaire général de l'environnement, des experts de l'Union européenne et les représentants de la société civile. Faible quantité de gaz à effet de serre et pourtant subissent de plein fouet les effets néfastes du changement climatique, alors même qu'il manque de moyens pour s'adapter à ces effets. Alors, les pays développés, principaux responsables du changement climatique, ont un devoir envers les pays en développement. De nombreuses actions peuvent être prises pour limiter les effets du changement climatique et s'adapter à ses conséquences tout en améliorant la vie des gens. Et évidemment, ces actions ont un coût. À travers ces outils d'aide et développement, principalement le Fonds européen de développement, on l'appelle le FED, mais aussi par d'autres lignes budgétaires, l'Union européenne participe au financement de l'adaptation au changement climatique. Là, nous passons à l'actualité régionale et internationale avec Ali Abdoulaye. Bonsoir Ali. Bonsoir Ahmed. Au Yémen, tout d'abord, après la mort du défunt président Ali Abdallah Saleh, le Yémen est au bord du gouffre. L'ex-président Ali du Yémen, Ali Abdallah Saleh, a été tué, rappelons-le, hier à Sanaa, 48 heures après sa décision de mettre fin à son alliance avec la rébellion Houthi. De son côté, l'actuel président, Abdurrabbo Mansour Hadi, a appelé les partisans du défunt président de rejoindre donc le pouvoir légitime et qu'une
amnistie leur sera accordée. Effectivement, donc la voiture blindée de l'ancien président a été stoppée par un tir de roquette alors qu'il quittait Sanaa vers des zones tenues par des forces pro-salées. Puis l'ex-président a été abattu. Son secrétaire général adjoint du CGP, Yasser Al-Aoudi, a également été tué selon plusieurs sources au sein du parti de l'ex-président. Un convoi de 4 véhicules a été bloqué à environ 40 km au sud de la capitale. Saleh a été tué par balle avec 2 hauts dirigeants du CGP. Lundi, le président Abdourahmane Mansour Hadi, à la tête du gouvernement, a reconnu par la communauté internationale, a annoncé une opération pour reprendre la capitale Sanaa et appeler les partisans de l'ancien président de rejoindre le pouvoir légitime. Également dans l'actualité, cette fois-ci internationale, Ali, la Cour suprême des États-Unis a donné son feu vert à l'application intégrale du décret du président Trump qui vise notamment à interdire l'entrée sur le territoire des ressortissants de 6 pays dont la population est majoritairement musulmane. C'est une victoire pour la Maison-Blanche. Le décret anti-immigration du président Donald Trump a été remis en vigueur hier par la Cour suprême des États-Unis. Le texte signé le 24 septembre dernier vise à interdire l'entrée sur le territoire américain des ressortissants de 6 pays dont la population est majoritairement de confession musulmane. Le Tchad, l'Iran, la Libye, Syrie, le Yémen et la Somalie. Il suspend aussi l'entrée des responsables gouvernementaux vénézuéliens. Et Ali, la troisième version de ce décret est très controversée. Eh bien, donc il faut le dire, il avait été suspendu le 17 octobre dernier par un juge de Hawaï, estimant que le texte peinait à démontrer en quoi l'entrée autorisée à plus de 150 millions des ressortissants étrangers des pays visés nuirait aux intérêts des États-Unis. La Maison-Blanche s'est félicitée de son côté de la décision. Le décret est légal et essentiel pour la protection du pays. C'est ce qu'a assuré un porte-parole de l'exécutif, tandis que le ministre de la Justice, Jeff Sessions, saluait une victoire importante pour la sécurité du peuple américain. Et enfin, Ali, en Espagne, la Cour suprême espagnole a retiré les mandats d'arrêt européens visant l'ex-président catalan Carles Puigdemont et ses ex-ministres réfugiés à Bruxelles. La justice espagnole, de son côté, a retiré les mandats d'arrêt européens visant le président catalan destitué Carles Puigdemont, candidat aux élections régionales du 21 décembre prochain, et 4 de ses ex-ministres régionaux qui avaient fui donc avec lui en Belgique. C'est ce qu'a annoncé la Cour suprême de Madrid ce mardi. Carles Puigdemont et ses ex-ministres s'étaient donc installés en Belgique le 30 octobre dernier pour échapper aux poursuites. Tous sont poursuivis pour rébellion, sédition et détournement de fonds publics dans une enquête sur le processus ayant débouché le 27 octobre sur une proclamation unilatérale de la République catalane à Barcelone. Merci Ali pour toutes ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur Télé Djibouti.